Au printemps 2007, un silence étrange s'abat sur l'Élysée. Cécilia Sarkozy, première dame de France, a disparu. Pas de communiqué, pas d'adieu officiel, seulement des rumeurs et des murmures derrière les murs dorés du pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire de la République, une épouse présidentielle s'évapore sans un mot. Le pays retient son souffle, tandis que la presse, fascinée et stupéfaite, s'interroge. Que s'est-il passé? Pourquoi ce départ? Et surtout, qui est vraiment cette femme que l'on croyait connaître? Dans l'ombre du président triomphant, Cécilia n'a jamais voulu être une icône. Elle détestait les réceptions, les sourires forcés, les gestes codifiés. Là où d'autres cherchaient la lumière, elle fuyait l'apparence. Je ne suis pas née pour être un symbole, confiera-t-elle plus tard. Derrière l'image lisse de la femme de fer, il y avait une âme écorchée, un être en lutte avec le carcan d'un rôle imposé. Son absence, plus éloquente que 1000 discours, devient un acte politique silencieux, celui d'une femme qui choisit la vérité à la place du décor. La France découvre alors une figure insaisissable, à la fois forte et vulnérable. Dans les couloirs du pouvoir, on parle d'un départ sans préavis, d'un coup d'éclat personnel. Certains y voient une trahison, d'autres une délivrance, mais derrière les mots, scandale, désertion, mystère, se cache une réalité plus simple, celle d'une femme étouffée par une existence qui ne lui appartient plus. Quand elle quitte l'Élysée, ce n'est pas par vengeance, mais par instinct de survie. Sa disparition devient un miroir de la fragilité humaine au sommet de l'État. Le besoin vital de reprendre le contrôle de sa propre vie, même au prix du chaos. Cécilia ne fuit pas seulement un homme ou une fonction, elle s'échappe d'un système, d'un protocole qui transforme l'amour en vitrine et le mariage en contrat politique. Son départ n'est donc pas une fin, mais un commencement, celui d'une quête silencieuse vers soi. Derrière le choc médiatique, une vérité se profile. Cécilia Sarkozy, que l'on croyait figée dans les dorures de la République, vient de redevenir une femme libre. Et c'est précisément dans cette fuite que commence son histoire. Cécilia Siganer-Albéniz naît le 12 novembre 1957 à Boulogne-Billancourt, dans un foyer où se croisent les vents de l'Europe entière. Son père, André Siganer, tailleur d'origine russe et juive, avait fui la pauvreté pour devenir un artisan reconnu, habillant les élégantes de Paris, parfois même celles des maisons Dior. Sa mère, Diane Albéniz de Svert, descendante du compositeur espagnol Isaac Albéniz, incarnait une élégance austère, teintée de nostalgie aristocratique. Entre un père qui croyait à la méritocratie du travail bien fait et une mère héritière d'une lignée musicale, Cécilia grandit dans un monde où la rigueur côtoie la beauté. Mais déjà, l'enfant se distingue. Rebelle, directe, indisciplinée, elle refuse les normes qu'on lui impose, élève du lycée Molière, elle tente des études de droit qu'elle abandonne rapidement. Ce n'est pas dans les livres qu'elle trouvera sa place, mais dans l'observation des hommes et des rapports de pouvoir. Dès ses 20 ans, elle comprend que le monde se divise entre ceux qui décident et ceux qui subissent, et elle n'a jamais voulu faire partie des seconds. Son tempérament farouche attire autant qu'il dérange. Les cercles mondains la trouvent trop franche, trop entière. Ses amis parlent d'une jeune femme magnétique, mais difficile à apprivoiser. Sous ses traits fins et sa silhouette altière, brûle une énergie singulière, celle d'une femme née pour avancer seule, sans appartenir à personne. Sa beauté, ni vraiment classique, ni totalement moderne, fascine. Elle ne cherche pas à plaire, mais à exister, et c'est peu être ce qui la rend irrésistible. Cécilia a grandi dans un foyer où l'on parlait plusieurs langues, où l'on évoquait aussi bien Tolstoï que Goya, mais où l'amour se mesurait souvent à l'exigence. Cette double appartenance, slave et latine, forge en elle un paradoxe, un besoin d'intensité et une peur du confinement. L'indépendance devient son credo, presque une religion intime. Ceux qui l'ont connue jeune disent qu'elle était déjà différente, distante sans être froide, passionnée sans être démonstrative. Quand elle entre dans la vie adulte, Paris bruise de révolte, de liberté conquise. Les femmes travaillent, s'affirment, osent. Cécilia, elle, ne revendique rien. Elle agit. Elle s'impose sans discours, par la force tranquille d'un regard qui ne baisse jamais. Cette liberté farouche, forgée dès l'enfance, sera sa plus grande richesse, mais aussi sa malédiction.
car dans les hautes sphères où elle s'apprête à entrer, la liberté d'une femme dérange plus qu'elle ne séduit. En 1983, Cécilia épouse Jacques Martin, le célèbre animateur de télévision que toute la France adore. Elle a 26 ans, lui en a 20 de plus. Ce mariage surprend, fascine et scandalise tout à la fois. On y voit un conte de fées médiatique, mais pour elle, c'est surtout une école de rigueur et de mise en scène. Dans l'univers scintillant de la télévision, elle apprend à observer le pouvoir de l'image, à mesurer chaque mot, chaque silence. Derrière les paillettes, elle comprend que le charme public peut cacher une solitude abyssale. 2 filles naissent de cette union, Judith et Jeanne-Marie. Pourtant, Cécilia s'étiole. Le rôle de mère et d'épouse modèle ne suffit pas à combler son besoin d'accomplissement. Dans les salons parisiens, elle brille par sa prestance, mais son regard semble toujours ailleurs. Elle sent que quelque chose lui manque, non pas l'amour, mais l'intensité, cette vibration qui donne le sens à une existence. C'est dans ce vide intérieur qu'un jour, le destin s'invite sous la forme d'un homme politique encore jeune et ambitieux, Nicolas Sarkozy. Nous sommes en 1984, lors d'une cérémonie municipale à Neuilly-sur-Seine. Elle est alors épouse d'un homme public, lui est maire énergique et séducteur. Leurs regards se croisent et quelque chose d'irréversible s'allume. Entre eux, le courant est immédiat. L'un et l'autre se reconnaissent, même blessure d'enfance, même soif de reconnaissance, même orgueil dissimulé derrière la réserve. Pendant des années, leur relation reste faite d'attirance contenue, d'attente, de silence complice. Puis, en 1992, Cécilia quitte Jacques Martin. La presse s'enflamme, la bourgeoisie s'indigne, mais elle assume sans trembler. « J'ai choisi la vérité », dira-t-elle plus tard. Avec Nicolas Sarkozy, elle découvre une autre forme de pouvoir plus brutale, plus stratégique, plus exigeante. Ensemble, ils deviennent un couple à la fois admiré et redouté. En 1986, ils officialisent leur union et accueillent un fils, Louis. Cécilia, loin de n'être qu'une épouse décorative, devient une partenaire politique. Elle relit ses discours, ajuste son image, conseille dans l'ombre. Elle lit en lui, comme dans un miroir, ambitieux, fragile, obsédé par la conquête. Mais au fond, 2 feux qui brûlent trop fort finissent toujours par se consumer. Ce couple, que l'on croyait invincible, commence à se fissurer sous la pression du pouvoir. Dans l'intimité, la passion se change en fatigue, la complicité en distance. Cécilia comprend peu à peu que ce qu'elle a cherché toute sa vie, la liberté, est en train de lui échapper à nouveau, cette fois sous les ordres de la République. Lorsque Nicolas Sarkozy accède à la présidence en mai 2007, Cécilia devient malgré elle première dame. Un titre qu'elle n'a jamais souhaité, une cage dorée qui resplendit pour le monde, mais qui, pour elle, se referme chaque jour un peu plus. À l'Élysée, tout est orchestré, surveillé, figé. Les repas, les déplacements, les conversations, même ses sourires deviennent protocolaires. Les photographes la traquent, les conseillers murmurent qu'elle s'ennuie, qu'elle se dérobe, qu'elle dérange. Ce que l'opinion ignore, c'est qu'à l'intérieur, elle étouffe. Elle ne supporte ni les mondanités, ni le vernis diplomatique. Elle ne veut pas incarner une fonction, elle veut exister en femme. Et dans ce refus, il y a quelque chose de profondément subversif. Derrière le décor, Cécilia découvre la face sombre du pouvoir, les intrigues, les trahisons, les mensonges nécessaires. Elle assiste aux négociations, observe les calculs, les égos dévorants. Elle comprend vite que la politique ne connaît ni tendresse ni fidélité. Même l'amour s'y dissout. Son couple, autrefois passionné, se fissure sous le poids de la fonction. Nicolas, happé par son rôle, s'éloigne. Elle, recluse dans son rôle imposé, sent le vide grandir. C'est plus un mariage, mais un théâtre où chacun joue son personnage jusqu'à l'épuisement. C'est à ce moment que le destin frappe à nouveau. Dans un dîner parisien, elle retrouve Richard Attias, un homme d'affaires marocain, brillant et secret, organisateur de grands sommets internationaux. Loin du tumulte politique, il incarne la stabilité et l'écoute qu'elle n'a plus. Ce lien, d'abord discret, devient vital. Mais dans l'univers fermé de la République, une émotion sincère est une faute d'État. Leur relation, bientôt révélée, fait l'effet d'une bombe. La presse s'empare du scandale, les conseillers s'affolent, les ministres chuchotent, la première dame est partie. En réalité, Cécilia n'a jamais fui. Elle s'est libérée. En quittant le palais, elle ne tourne pas le dos à la France, mais à la mascarade du pouvoir.
Et c'est précisément dans cette fuite que se joue sa dignité. Ce départ, qui fit trembler l'Élysée, fut son acte de vérité. Car parfois, dans l'histoire des femmes, la rébellion la plus éclatante n'est pas un cri, mais un silence. Et ce silence, celui de Cécilia, continue de résonner dans les couloirs de la République. Après le tumulte du divorce présidentiel, Cécilia disparaît de la scène publique. Pendant 15 ans, elle garde le silence. Un silence que les médias interprètent tour à tour comme une fuite, une revanche ou une énigme. Mais ce mutisme est en réalité une reconstruction. Celle d'une femme qui se soigne, qui se redéfinit, qui choisit enfin ce qu'elle veut dire et ce qu'elle préfère taire. Derrière les volets fermés de sa discrétion, un secret circule pourtant, celui d'un mystérieux carnet noir qu'elle aurait tenu pendant ses années à l'Élysée. Selon plusieurs journalistes, ce carnet contiendrait les confidences, les promesses, les trahisons entendues au cœur du pouvoir. Noms, phrases, détails, une mémoire du système, écrite par celle qui en fut le témoin invisible. Jamais publié, jamais montré, ce carnet devient légende. Certains disent qu'il aurait pu ébranler la République, d'autres qu'il n'existe pas, mais dans les cercles politiques, son évocation seule suffit à créer le malaise. On se souvient qu'à l'époque, Cécilia ne parlait jamais pour rien. Lorsque, en 2025, elle accorde enfin une interview télévisée, la France entière retient son souffle. Face caméra, elle semble calme, presque fragile, mais son regard est d'une lucidité implacable. Elle raconte sans phare les années de solitude, la surveillance constante, les sourires imposés. On me disait « souris » alors que j'avais envie de crier « murmure-t-elle ». Ces mots suffisent à bouleverser des millions de téléspectateurs. On y perçoit la douleur d'une femme, mais aussi la puissance tranquille de celle qui, après avoir été effacée, décide de reprendre la parole. Les journaux s'enflammant. Gala parle d'un acte de libération, BFM titre « Cécilia règle ses comptes avec le pouvoir ». Mais elle, sereine, refuse toute vengeance. « Je n'ai jamais cherché à blesser, seulement à dire la vérité ». Ces phrases sonnent comme des poèmes de délivrance, des éclats de vérité, dans un monde saturé de faux-semblants. Elle ne cherche ni pardon ni revanche, seulement la paix. Ce soir-là, devant des millions de regards, Cécilia renverse le récit qu'on avait écrit pour elle. Elle n'est plus l'épouse disparue, la femme blessée, la première dame fantôme, elle devient témoin, voix et conscience. En un instant, elle rend au silence sa puissance originelle, celle d'un refus qui résonne plus fort que tous les discours. Et dans ce refus, elle livre sa plus belle leçon, qu'il faut parfois tout perdre, le rang, le prestige, l'amour, pour enfin se retrouver soi-même. Loin du tumulte parisien, Cécilia refait sa vie entre New York, Marrakech et Genève. 3 villes refuges où elle retrouve l'anonymat, la beauté et le silence. En 2008, elle épouse Richard Attias lors d'une cérémonie intime à New York. Ce mariage, discret mais symbolique, marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Aux côtés de cet homme de réseau et d'influence, elle découvre une autre manière de peser sur le monde, sans lumière, sans titre, mais avec la force tranquille de ceux qui ont tout vu. Avec lui, elle fonde la Cecilia Attias Foundation for Women, un organisme dédié à la promotion du leadership féminin et à la défense des droits des femmes dans les zones de conflit. Pendant plus d'une décennie, elle sillonne les forums économiques, les conférences internationales, les rencontres diplomatiques. Elle parle peu, mais chaque mot est pesé, précis, d'une élégance désarmante. Dans ces cercles d'influence, elle incarne désormais la figure d'une femme apaisée, engagée, respectée loin de l'image de l'épouse rebelle qui avait fui le pouvoir. Pourtant, les fantômes du passé la poursuivent parfois. En 2023, une rumeur d'intimidation politique refait surface. Un ancien collaborateur de l'Élysée aurait tenté de la faire taire sur certaines affaires de la campagne 2007. Elle refuse de commenter, se contentant d'un regard glacial et d'un sourire poli. Sa dignité est sa meilleure arme. À 67 ans, elle a cessé de se défendre. Elle n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, installée à Genève dans un appartement face au lac Léman, Cécilia vit loin des caméras. Ses journées sont rythmées par la lecture, la marche et quelques échanges discrets avec son fils Louis, devenu écrivain et penseur reconnu. Elle n'a pas laissé derrière elle une œuvre politique, mais un message universel. Celui de la liberté
Retrouvée, elle inspire des femmes, des artistes, des journalistes, toutes celles qui refusent d'être définies par les hommes qu'elles ont aimés. Quand on lui demande si elle regrette, elle répond simplement « Non, parce qu'au moins cette fois-là c'était moi ». Une phrase simple, presque anodine, mais qui résume toute une vie de résistance, douce et silencieuse. Cécilia Attias n'a pas cherché la gloire, elle a cherché la vérité. Et c'est peu être pour cela qu'elle est entrée, malgré elle, dans la légende. L'histoire de Cécilia Attias est celle d'une femme qui refusa d'être un symbole. Épouse d'un président, elle choisit la fuite plutôt que la soumission. De l'éclat du pouvoir à la solitude voulue, elle a traversé le scandale, le silence et la renaissance. En quittant l'Élysée, elle ne perdit rien, elle se retrouva. 15 ans plus tard, sa voix posée révèle une vérité rare. Le courage de dire non. Aujourd'hui, loin des caméras, elle incarne la liberté tranquille de celles qui, après avoir vécu dans la lumière des autres, décident enfin d'écrire leur propre histoire.